Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé Utilisation de l'hydrogène dans la mobilité. Ce webinaire fait partie d'une série qui est organisée par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le pôle de compétitivité CARA. Ce webinaire présentera des projets qui font partie de l'événement CARA Mobility Tech Days. Donc, vous allez découvrir en avant-première une solution de décarbonation du transport routier à l'hydrogène par Christophe Laura, directeur Trucks intérim d'Illico. Et en deuxième projet, ce sera E-Way H2, le concept innovant de puissance hybride par Ludovic Ballandreau, responsable bus électrification technologie d'Iveco. Pour poser des questions, vous avez un chat en haut à droite. N'hésitez pas à poser vos questions en mettant l'intervenant ou le projet qui est concerné. Et la session de questions-réponses se fera à la fin des interventions. Merci, je vous souhaite un bon webinaire. Donc, Monsieur Laura, je vais vous donner la main. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Donc je vais commencer en fait par vous décrire un petit peu ce qu'est Illico parce que je pense pas que ça soit connu de tous. Donc c'est une société qui a été fondée en 2021 avec l'ambition de décarboner le transport lourd. Et pour réellement réussir cette ambition, en fait, on a fait un choix assez audacieux, à savoir non seulement de développer une solution basée autour du produit, mais également de l'ensemble de l'écosystème. Donc en clair, on a à la fois donc la partie commerciale avec le leasing, le service, la plateforme digitale. Nous avons bien entendu donc une base véhicule qui est sur une base de rétrofit. Donc je viendrai un peu plus loin sur ce qu'est le rétrofit. Et on a également donc la partie avitaillement en hydrogène. Donc aujourd'hui, nous sommes une trentaine de personnes dans cette société avec de l'expertise dans les différents métiers qui sont les nôtres, donc à savoir le commerce, l'ingénierie, l'après-vente, le digital et tout ce qui touche à l'infrastructure. Notre siège est à Paris. Nous avons également des équipes à Aix-en-Provence et nous sommes en train d'ouvrir un site sur Lyon, donc à la fois pour la partie bureau d'études véhicules et également avec des ateliers. En 2 ans et demi, nous avons réussi à développer cet écosystème et pas plus tard que la semaine dernière, en fait, nous avons inauguré le premier site localisé à Villabé, donc dans le sud de Paris, donc qui concentre à la fois donc une station d'avitaillement. Donc pour l'instant, on est sur une solution donc en 350 bars, mais elle est évolutive à la fois sur la capacité, puisqu'aujourd'hui on est sur 5 camions, donc on peut aller jusqu'à 20, et par la suite également donc la capacité a évolué vers le 700 bars. Nous avons donc notre centre de maintenance et nous avons également donc actuellement d'ores et déjà 5 véhicules qui sont en exploitation chez nos différents clients. À titre d'information, en fait, lorsqu'on fait un plein d'hydrogène sur un véhicule, donc là on est sur une capacité de 40 kg, donc il faut moins de 20 minutes pour faire une recharge complète. Un point également important, donc nous avons été les premiers à homologuer en fait des camions. Alors il y a des bus également qui l'ont été dans les mêmes temps pour la France. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à faire dans un temps relativement record. Un point quand même aussi important, donc là on est en train de parler d'hydrogène, on n'est pas là pour mettre face à face en fait les différentes technologies. Au sein d'Illico, on est entièrement persuadé que l'hydrogène, l'électrique, les biofuels, les e-fuels seront parmi les différentes solutions qui vont être nécessaires pour décarboner le transport, puisque il y a quand même beaucoup de choses à faire et beaucoup de camions encore à produire pour pouvoir transporter l'ensemble des produits à l'intérieur des villes et à l'extérieur. D'ailleurs, lors de l'IA qui s'est tenue à Hanovre il y a 2 semaines, il était assez impressionnant de voir le nombre de véhicules hydrogène en fait qui étaient présentés avec des technologies piles à combustible, qui est celle que je vais développer un peu plus, mais également avec des technologies sur base de moteurs à combustion hydrogène. En ce qui concerne le rétrofit, donc on s'appuie sur un règlement qui a été promulgué en 2020 et qui permet donc la mise à niveau de véhicules diesel en véhicules électriques à combustion hydrogène ou à pile à combustible, sans avoir en fait l'autorisation de la part des constructeurs. Donc le rétrofit s'inscrit pleinement en fait dans une démarche d'économie circulaire. Elle permet de prolonger la durée de vie du véhicule puisqu'on remplace les équipements comme le moteur, la boîte de vitesse et le système de post-traitement.
Euh, Ça permet donc de faire justement cette dépollution à mi-vie et repartir pour un cycle de vie de 10 ans minimum. Et bien entendu, donc ça va permettre d'accélérer la transition écologique puisque ça permet de ne pas attendre la fin de vie en fait des véhicules et leur remplacement, mais de le faire à mi-vie comme je l'expliquais. Un point important pour nous, et c'est quelque chose je pense qu'on partage également avec Iveco, nous avions la volonté de mettre à la route rapidement nos véhicules. Donc l'objectif n'était pas de faire une vitrine technologique en développant des choses qui n'étaient pas encore matures, mais à l'inverse de partir sur des solutions, de partir avec des partenaires qui avaient à la fois l'expérience et les produits, nous permettant, je veux dire, dans un temps relativement record, d'avoir des premiers véhicules à la route. Donc c'était chose faite. Donc je ne vais pas aller dans le détail de l'ensemble de nos différents partenaires, mais c'est grâce en fait à l'ensemble de ces personnes, à l'ensemble de ces sociétés que nous avons pu réussir donc à peu près en 18 mois donc l'homologation, la validation, le développement, la mise à la route des véhicules chez nos clients. Véhicules qui sont maintenant à la route depuis en exploitation depuis le mois de juin, avec des niveaux de fiabilité qui sont très bons puisqu'on atteint des pourcentages au-delà de 90% sur le taux d'utilisation du véhicule, y compris les différents arrêts programmés qu'on peut demander pour faire nous de notre côté quand même un certain nombre de vérifications. En ce qui concerne le produit en tant que tel, donc comme je le disais, donc on est parti sur une solution de pile à combustible. Au-delà donc de ce petit schéma, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est en train de parler d'un kit avec un haut niveau de modularité qui permet justement donc avec des modifications mineures de s'installer dans la majeure partie des silhouettes véhicules. Alors Renault Trucks, hein, puisqu'on est parti avec les véhicules Renault Trucks, que ce soit des véhicules tracteurs, donc en 4x2, que ce soit après l'ensemble des véhicules porteurs, avec les différentes configurations d'essieux et les différents usages que l'on peut avoir. En ce qui concerne donc le produit, donc comme je le disais précédemment, donc un choix de partir avec des partenaires qui avaient des solutions avec le bon niveau de maturité. Donc côté pile à combustible, on est parti avec la société Toyota, qui aujourd'hui donc utilise ces piles en série, en l'occurrence sur les voitures. Donc on a deux packs en fait qui sont là, donc qui représentent une puissance totale donc de 2 fois 80, donc 160 kW. Au niveau des batteries, donc on est parti sur des batteries en technologie LTO, donc des batteries dites de puissance, pareil avec 2 fois 30 kWh. On est sur un système parallèle complet, ça veut dire que la puissance transmise aux roues, elle est à la fois donc par la pile à combustible et par les batteries, en suivant une optimisation qui permet de faire fonctionner la pile à combustible dans sa zone d'efficacité. Ensuite, au niveau des autres organes, donc puisqu'on change la totalité de la chaîne cinématique du véhicule que l'on rétrofit, donc on est parti sur une solution moteur inverteur de la part de Dana et en termes de réservoir hydrogène, donc la grosse pièce en bleu, en fait on est avec 7 réservoirs qui représentent une capacité totale de 40 kg d'hydrogène à 350 bars. Un point important aussi, donc, et on le verra lorsqu'on aura les Tech Days, donc on a fait donc ce développement avec un partenariat très fort avec Transpolis, donc que je pense la plupart d'entre vous connaissent très bien. Donc ça n'aurait pas pu avoir lieu sans eux, puisque on était vraiment dans un mode agile. Ça veut dire qu'on était avec les ateliers directement au sein de Transpolis. On pouvait faire les différents ajustements qui étaient nécessaires et on pouvait tester les véhicules directement. Et on a eu tout le support nécessaire donc de la part des équipes de Transpolis pour réussir et mener à bien en fait ce projet. Vous voyez ici en fait deux des véhicules qui sont actuellement en exploitation avec notre client Point P. Donc vous voyez à la fois un véhicule tracteur sur la gauche, donc 44 tonnes, et vous voyez sur la droite un véhicule porteur, donc équipé d'une grue, et donc avec un usage plutôt urbain dans le sud de Paris. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup pour votre écoute,
Et puis n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, alors soit maintenant ou sinon lorsqu'on aura l'occasion de se rencontrer dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Laura. Nous allons passer donc à Monsieur Balandreau avec la solution eWay. Donc, je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et que le replay sera certainement disponible dans une semaine. Monsieur Balandreau, je vous ai donné la main. Bonjour à tous, donc merci également de votre participation à ce webinaire. Donc pour ma part, donc, je suis Ludovic Balandreau, donc voilà, je suis le responsable du développement de l'électrification pour la partie technologie, recherche et développement au sein d'Ivecobus, donc l'entité au sein du groupe Iveco qui produit et développe des autobus et des autocars de transport de personnes. Donc je vais vous présenter aujourd'hui également la continuité de notre évolution de notre line-up produit pour tendre vers des véhicules à zéro émission, où on étend notre gamme de produits à la gamme hydrogène avec notre e-way en version 12 mètres, où on a développé un concept de puissance hybride que je vais vous exposer par la suite. Donc voilà, c'est un autobus urbain à plancher surbêché, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'est notre premier prototype qui a été révélé il y a un an déjà à Busworld en Belgique. Donc qui est une extension de notre gamme de produits de véhicules électriques que je vais vous exposer dans le détail. Donc aujourd'hui, nous on a voulu se démarquer des différentes technologies et concepts sur les véhicules hydrogènes, notamment dans le monde du transport de personnes et des autobus. Aujourd'hui, on a deux types de concepts qui existent. Donc, notamment sur la partie urbaine, on a les véhicules qu'on appelle prolongateurs d'autonomie, range extender, qui sont équipés avec des grosses batteries ou des batteries de puissance qui sont alimentées ensuite par une petite pile à combustible qui assure l'autonomie, et la batterie est là pour répondre aux besoins d'appel de puissance et assurer la propulsion du véhicule. Et ensuite, sur le côté gauche, on a un peu l'autre extrême qui vient un peu du monde automobile, où c'est ce qu'on appelle les applications puissance, où là, c'est uniquement une architecture un peu série, mais inversée, où la pile à combustible est en premier et fournit toute la puissance et l'autonomie pour assurer la propulsion du véhicule. Nous, en tant qu'Ivecobus, on a voulu se mettre un peu au milieu, un peu comme Illico, pour développer un mode parallèle, voilà, qu'on appelle Hybrid Power ici, où la pile à combustible et la batterie fonctionnent en même temps, en parallèle, pour fournir chacun de la puissance et de l'énergie aux roues pour pouvoir assurer la propulsion et garantir l'autonomie à nos clients et à nos opérateurs. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus par la suite pour les avantages que ce mode parallèle nous apporte dans notre architecture véhicule. Donc de manière plus détaillée, ça c'est l'architecture un peu plus détaillée de notre autobus urbain de 12 mètres. Donc la volonté, c'était vraiment d'avoir une extension de notre gamme de produits en partant de notre gamme de véhicules électriques. Donc on a développé ce véhicule hydrogène en complémentarité de notre gamme de produits. C'est pas, on n'est pas ici pour aller annoncer que l'hydrogène vient remplacer et est meilleur que l'électrique et vice-versa. Ce sont deux énergies qui sont complémentaires par rapport aux avantages que je vais vous citer. Le premier avantage, c'est qu'on a voulu assurer une continuité, d'avoir une base de véhicule qui est exactement identique à un véhicule électrique sur la partie châssis, en utilisant également exactement la même chaîne de traction, qui est aujourd'hui équipée d'un moteur électrique fourni par Accelera ex-Siemens, de puissance de 190 kW, avec toute cette chaîne de traction qui est 100% identique. Donc, vous voyez ensuite sur la gauche, ce véhicule-là est équipé d'une seule et unique pile à combustible à aujourd'hui, de marque donc à Hyundai. Donc on a décidé de faire un partenariat un peu comme Illico avec un acteur majeur du marché de l'hydrogène, qui est Hyundai aujourd'hui, qui est le premier constructeur et fournisseur de piles à combustible aujourd'hui. On a voulu se marier avec un partenaire qui nous garantisse un niveau de maturité et de fiabilité sur la pile à combustible qui est éprouvé pour pouvoir mettre sur le marché un véhicule qui assure un taux de fiabilité et d'utilisation au-delà de 95%. Et donc ça, on l'adjoint à aujourd'hui à une batterie qui est développée en interne dans le groupe Iveco, que l'on produit sur nos sites de Turin en Italie, mais sur notre site d'Annonay également en Ardèche, au sud de Lyon, à aujourd'hui. Et ensuite, sur le pavillon, comme vous pouvez le voir, on a remplacé par rapport à un véhicule électrique
les batteries par du stockage hydrogène. Je suis désolé sur les pop-up. Donc on a remplacé donc les batteries, excusez-moi, par des réservoirs d'hydrogène de stockage, donc qui sont de marque Luxfer. Donc c'est 4 bouteilles longitudinales de type 3 en fibre de carbone, où on peut embarquer jusqu'à 31 kg d'hydrogène sur le véhicule. Donc clairement, ce véhicule offre une continuité à nos opérateurs par rapport aux véhicules électriques qui sont aujourd'hui sur le marché, en gardant une chaîne de traction totalement identique. L'avantage de ce véhicule hydrogène, c'est que en termes à iso-autonomie par rapport à un véhicule électrique, on a un gain très important de masse. Voilà, on a une réduction par rapport à un véhicule électrique équipé de 7 packs batteries à équivalent autonomie, une réduction de masse de plus de 1,5 tonne, qui nous permet d'augmenter la capacité embarquée de 15 personnes, ce qui peut apporter un avantage non négligeable pour les opérateurs aujourd'hui. Le deuxième ensuite avantage pour nous et l'objectif, c'était, comme j'ai mentionné, sur le mode hybride parallèle que l'on a développé, c'était d'effectuer un downsizing pour avoir un véhicule économiquement qui se positionne au même niveau qu'un véhicule électrique. Voilà, on remplace 7 packs batterie par un seul, et c'est une pile avec son réservoir de stockage. Donc en termes économiques, on est sur quelque chose d'équivalent. Et ensuite, en termes de projection et de TCO et de coût complet d'opération, on a voulu assurer que les performances en termes de bruit soient équivalentes à un véhicule électrique. On sait qu'aujourd'hui, une pile à combustible doit être refroidie, et c'est des éléments majeurs au niveau du bruit qu'on a voulu prêter attention. Donc aujourd'hui, on utilise une pile de puissance maxi de 110 kW, mais on tourne à un point de rendement de l'ordre de 50% de sa puissance max pour optimiser notamment les émissions de bruit, mais également fonctionner au point de rendement optimum et optimiser sa consommation et optimiser sa durée de vie pour assurer et garantir sur 15 ans d'opération un seul et unique remplacement de pile à combustible, et d'avoir un coût global qui soit optimum pour notre client final. Voilà. Tout ça, bien entendu, en termes d'énergie management, de management de l'énergie entre une batterie et une pile à combustible, c'est clé pour assurer que les modes d'opération dans tous les modes de transitoire soient optimum, et garantir toutes les gains à nos opérateurs. On a développé une contrôle de stratégie en interne avec une plateforme de développement, de supervision développée en interne au sein d'Iveco Group. C'est une plateforme que l'on appelle IVECOP, c'est un terme en anglais, Electric Vehicle Control Platform. Donc c'est une plateforme de contrôle de nos véhicules à zéro émission, donc qui sera en totale synergie sur toute notre gamme de produits bus, mais pas seulement, également au sein du groupe Iveco sur notre gamme véhicules légers, mais également sur la gamme lourde. Aujourd'hui, donc c'est 100% développé en interne. Comme je vous dis, ça nous permet d'avoir une évolutivité sur toute notre gamme de produits et d'avoir une plateforme unique au-delà de la plateforme bus, d'être très présent sur les évolutions et de suivre les évolutions d'amélioration et des évolutions de technologie par rapport à tout ça. Et c'est une plateforme qui est développée sur une plateforme de modèle based design qui nous permet de faire de la simulation en avance de phase, et bien entendu d'être au plus près des évolutions réglementaires, que ce soit les aspects de cybersécurité, de sécurité fonctionnelle par rapport à la norme ISO 26262, et d'apporter une entière serviceabilité en termes de diagnostic pour nos clients finaux, et d'avoir un contrôle total et entier sur le système que l'on a implémenté sur notre véhicule. Le troisième pavé dans le cadre de ce programme-là, donc on a été supporté également dans le cadre de ce programme-là par l'ADEME. Ça nous a permis également au sein de notre site de recherche et développement de Vénissieux de faire évoluer nos outils de validation pour être beaucoup plus réactifs et d'amener sur le marché beaucoup plus rapidement un produit. Voilà, alors on aura une phase de développement qui va, je veux dire, on a annoncé notre premier véhicule en fin d'année passée, et on va commencer les commercialisations en début d'année 2025. Donc on aura une phase de développement d'un an et demi pour finir les validations. Donc ça a été une validation très courte, où habituellement on est plutôt sur des phases de développement d'une durée de 2 ans et demi.
Et donc ça fait l'objet d'un investissement important sur notre site de Vélissieux où on a mis en place un e-bench qui nous permet en avance de phase, c'est un banc de simulation qui nous permet de rejouer tous les profils de mission avec 2 machines électriques comme vous pouvez le voir sur la photo et qui nous permettent de mettre tout type de véhicules de longueur 9 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 18 mètres, que ce soit des véhicules autobus, autocars ou des camions. Donc on a une flexibilité entière et totale sur ce banc d'essai. Et ça nous a permis également de rejouer par rapport aux modélisations et en avance de phase de simulation tout notre nouveau concept de mode parallèle pour être sûr qu'on garantisse les résultats et la finalité pour notre client final. Voilà dans les grandes lignes notre projet H2. Merci à tous pour votre écoute et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Balandreau. Je vais partager mon écran pour la session de questions-réponses. Alors, nous avons une première question. Monsieur Laura, est-ce que vous pouvez afficher votre caméra, s'il vous plaît? Parfait, merci. Alors, pour Monsieur Laura, quel est le rendement global comparé à une voiture électrique? Pourquoi ne pas utiliser l'hydrogène sur un moteur thermique? Alors la comparaison avec une voiture, alors j'ai pas forcément les éléments de détail. Ce que je peux faire, c'est comparer par rapport à une solution thermique d'hydrogène, donc les moteurs ICE, puisqu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'éléments qui sont diffusés sur le sujet. Donc on est a priori, puisque aujourd'hui on n'a pas encore de mesures précises, au moins à notre disposition, mais de la part de nos fournisseurs, on est sur un écart de l'ordre de 30% d'efficacité entre une solution pile à combustible avec les batteries, donc le système complet, versus une solution moteur thermique hydrogène. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le moteur thermique hydrogène? Simplement parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas de disponible sur le marché pour être installé. Bon, l'ensemble des constructeurs travaillent sur cette solution. Il y a quelques annonces qui ont été faites sur des sorties série ou tout au moins des pré-séries là dans les années qui viennent, mais sur des moteurs de puissance significative, donc 13 et 15 litres, pas d'offre à notre connaissance déclarée sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question, je pense que celle-là va s'adresser à tous les deux. Quel est l'avenir de l'utilisation de l'hydrogène et sous quelle forme? Vous voulez commencer, Monsieur Laura, ou je réponds en premier à la Alors, question? oui, je peux commencer, vous compléterez. Donc, quand on dit sous quelle forme, je suppose que c'est gazeux versus liquide. Alors, j'avoue que je suis pas forcément le plus compétent pour répondre, mais la question déjà, c'est dans l'hydrogène gazeux, donc on a deux possibilités qui s'offrent à nous, donc le 350 bars et le 700 bars, hein, qui est la pression à l'intérieur des réservoirs. Avec 350 bars, en fonction du nombre de réservoirs, mais si on est entre 40 et 60 kilos, on peut déjà obtenir des autonomies qui sont très significatives et qui peuvent répondre à l'usage. Après, si on est en 700 bars, alors on ne multiplie pas par deux hein, la quantité d'hydrogène, on a un facteur 10. Mais c'est également une solution pour aller largement au-delà des 1000 km, par exemple, sur un véhicule long haul. Donc ça peut être intéressant aussi lorsqu'on est dans une phase comme celle que l'on a actuellement, où il faut déjà aussi déployer les solutions d'avitaillement. Après, pour le liquide, je pense que c'est plus pour des transports de très grosses quantités. Le liquide est en train de se déployer plutôt sur les États-Unis en ce moment. Ouais, je compléterai également le même type de réponse. Côté monde du bus de transport de personnes, on est vraiment aujourd'hui, on voit l'avenir sur le gaz avec les deux typologies voilà, de pression. Donc aujourd'hui, j'ai présenté des réserves à 350 bars sur des véhicules urbains pour assurer des autonomies de 300 km. Ensuite, quand on aura sur des gammes plutôt autocars, on sera plutôt sur des réservoirs de type C100 bars et on restera sur du gazeux. On n'est pas sur aujourd'hui, même si nous, au sein du groupe Iveco, on a également des solutions qu'on regarde sur de l'hydrogène liquide, mais on ne pense pas que sur le monde du transport bus, le liquide interviendra. Il y a des avantages, mais également des inconvénients en termes de coûts économiques sur cet aspect. Merci à vous.
Monsieur Ballandreau, l'autobus E-Way est-il déjà commercialisé? Alors la version hydrogène que j'ai présentée donc sera mis en commercialisation. Alors aujourd'hui on répond aux appels d'offres, donc voilà, et la commercialisation et la livraison des premiers véhicules s'effectuera à la fin du premier semestre de 2025. Aujourd'hui on a déjà reçu des commandes et les premières livraisons s'effectueront à partir de juillet. Donc aujourd'hui on répond aux appels d'offres de marché public sur ceux qui demandent des véhicules hydrogène. Et sur ces premières commandes, est-ce qu'on peut savoir dans quelle région on pourra voir ces Oui, je pense bus? qu'il y a rien, il y a rien de secret. Je pense que ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux sur LinkedIn, voilà, on a récemment remporté des véhicules à Cannes, à Lorient, La Roche-sur-Yon, pour ne citer que cela. Voilà. Donc on est sur notre phase de démarrage et de lancement et ce sont des livraisons sur voilà, à la fin du premier semestre de l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Laura, quels bénéfices apporte votre solution full service? On est sur des solutions qui sont relativement chères pour l'instant, puisqu'on a un TCO qui est assez élevé. Euh, donc j'ai tendance à croire, quand je dis j'ai tendance à croire, c'est au niveau d'Illico, que on va aller de plus en plus vers des solutions de leasing. Au niveau des produits, ça permet aussi aux clients de se concentrer sur leur activité, qui est le transport, plutôt que de se concentrer également sur l'acquisition, le financement de leurs produits. De la même manière, donc, et on le voit déjà avec les constructeurs, en fait, il y a un avantage d'offrir une solution full service déjà aujourd'hui avec la partie maintenance. Quelque part, c'est du sans souci. Il y a des véhicules de remplacement et puis surtout, on garantit un fonctionnement du véhicule optimal. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a cette volonté d'aller vers cette solution-là. Et quelque part, pour les différents clients avec lesquels on travaille, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et on en fait, je veux dire, bon écho. Et aujourd'hui, c'est assez plébiscité par rapport aux clients avec lesquels on peut travailler. Très bien, merci. Alors, une question pour Monsieur Ballandreau. Pourquoi choisir un bus à hydrogène plutôt qu'un bus électrique? Alors aujourd'hui, pourquoi, comme j'ai mentionné, on n'est pas là pour venir proposer une offre, c'est pour assurer une extension de l'offre et répondre à un produit complémentaire. Aujourd'hui, on a des réseaux de transport qui nous demandent d'augmenter la capacité passager embarquée. Donc, les véhicules hydrogène est une réponse, et également d'étendre l'autonomie. On sait qu'aujourd'hui, un véhicule électrique a une limitation d'autonomie de 250 km fin de vie. Voilà. Donc aujourd'hui, on apporte une réponse avec le véhicule hydrogène pour aller au-delà de 350 à 400 km d'autonomie pour les réseaux de transport et qui ont des profils typés un peu plus interurbains et qui exploitent avec des véhicules à plancher bas. Donc c'est une offre produit complémentaire qui ne vient pas substituer et remplacer notre gamme de véhicules électriques. Et on sait également, juste un dernier point que j'ai pas mentionné dans ma présentation, on apporte également, on a le rendement d'une pile, mais on récupère comme un monteur aujourd'hui thermique diesel, enfin les calories qui sont dissipées par la pile à combustible pour les récupérer et assurer du chauffage. Donc la taxe aujourd'hui sur un véhicule électrique qui impacte de manière importante l'autonomie, on ne la retrouvera pas sur un véhicule hydrogène. Donc ceci, ça permet aussi d'apporter une réponse sur les réseaux de transport qui ont besoin d'opérer sur des lignes qui nécessitent des autonomies journalières de l'ordre de 300-350 km. Donc c'est un complément, mais pas un remplacement des véhicules électriques. Très bien, merci. Alors, j'ai une question pour vous deux. Je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que l'hydrogène sera utilisé dans l'aviation comme carburant dans le futur? Je vais répondre en premier. Moi, je suis spécialiste du développement voilà, de véhicules de transport routiers à roues. Je suis pas un spécialiste de l'aéronautique, donc je ne serai pas en mesure de répondre malheureusement à cette question-là. Mais on voit qu'il y a des voies de développement qui sont en cours. Voilà, de dire que dans le futur, on prendra l'avion alimenté par hydrogène, je ne sais pas répondre. Pareil, hein, j'ai du mal en fait à projeter. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de projets sont en cours, justement, donc pour développer des avions. Alors pour l'instant, des petits avions en fait avec une propulsion hydrogène.
Après, est-ce que ça se généralisera sur des gros porteurs? Disons que la première étape, c'est déjà d'utiliser des e-fuels. Et Merci peut-être, beaucoup. pourquoi pas. Merci, Monsieur Laura. J'en ai une pour vous d'ailleurs. La mise en œuvre a été rapide, moins de 2 ans. Comment avez-vous fait pour tenir ce délai et pourquoi avez-vous choisi Paris Sud? Alors, bon, tout d'abord sur le projet. Alors, j'ai eu la chance de mener beaucoup de projets dans le passé dans le monde du poids lourd. Donc, disons que ça aide un petit peu de faire les bons choix, de savoir à quel endroit sont les choses trappes. Quoi qu'il en soit, si on veut réussir des plannings dans des délais aussi courts, alors on a la chance d'être dans une petite structure, donc on n'a pas, on va dire, l'ensemble des processus relativement larges qu'on peut avoir dans une grosse entreprise. On a des équipes dédiées, ce qui est rarement le cas aussi dans les grosses structures. Et surtout, c'est beaucoup de planification et de travail en amont. Par exemple, sur tout ce qui touchait à la partie sécurité, travail en amont avec certains de nos partenaires, de manière à ce que dès le début, on ait tous les points qui soient bien clairs pour que lorsqu'on fait le développement de la partie soft, qui est quand même une partie non négligeable, eh bien on ait la possibilité d'aller relativement vite. De la même manière, sur les homologations, donc, c'était un peu néophyte pour le sujet hydrogène. Nos autorités apprenaient en même temps que nous. Et ben, de la même manière, on a débuté les réunions avec les organismes 1 an et demi en fait avant les essais d'homologation, ce qui a permis d'avoir des essais qui se sont passés bon du premier coup sur tous les essais. Et ça a été vrai en fait sur tous les sujets. L'autre point, et je rejoins aussi ce qui est fait par Iveco, hein, c'est le choix de partir avec des briques technologiques avec le bon niveau de maturité. Ce qui veut dire qu'on peut se concentrer sur l'intégration, on peut se concentrer sur la partie installation et derrière la partie software qui reste quand même, je veux dire, une part non négligeable. Donc voilà ce qui a permis de tenir ces délais. Et comme je le disais, avec à la sortie, non pas un démonstrateur qui passe son temps en garage, mais vraiment un véhicule qui est en exploitation et avec un niveau d'utilisation qui est très très bon. Très bien, Alors il y avait une merci. autre question également, pourquoi Paris Sud? Voilà. Ben, simplement parce que les premières sociétés avec lesquelles on s'est engagé, donc en l'occurrence Point P, mais on a également BRNU, hein, puisqu'on a également Lidl et d'autres utilisations, étaient situées sur Paris Sud. Donc l'hydrogène n'est pas disponible partout. On a décidé de se concentrer autour de cette partie-là, puisqu'on avait déjà un client qui était là. Et actuellement, donc, on travaille beaucoup sur 2 écosystèmes, qui sont l'écosystème Paris, donc on va dire il y a du Paris Sud et du Paris Nord, et puis également l'écosystème Rhône-Alpes, puisqu'il y a également des projets au travers de l'ADEME qui sont en cours de finalisation. Très bien, merci. J'ai une question pour tous les deux. Quelle est l'autonomie des bus et des camions? Je réponds en premier sur la partie bus. Donc, notre véhicule hydrogène en condition optimum sur les cycles sortent, on est capable d'achever jusqu'à 450 km d'autonomie avec le véhicule e-Way H2 présenté. Sur les véhicules donc qui sont actuellement en exploitation, donc si je prends le cas du tracteur, donc aujourd'hui on fait régulièrement 450 km dans un usage quotidien, donc avec un véhicule chargé pour aller donc dans l'usage de la journée. Donc c'est démontré, c'est pas un cycle, hein, c'est vraiment le cycle d'usage du client. Et au niveau du porteur, on est un peu plus bas puisqu'on a aussi donc la grue qui est en fonctionnement 20% du temps, donc qui pompe également un peu de puissance. Et on a un écart, alors j'ai pas en nombre de kilomètres parce que le véhicule va rarement à utiliser la totalité de son hydrogène, mais on a 1 kg de plus aux 100 km en fait en termes de consommation sur le véhicule porteur. Mais encore une fois, là on est sur un usage qui est vraiment un usage urbain, périurbain. Très bien, merci. Avez-vous des partenariats prévus pour le développement de l'hydrogène? Oui. Question adressée aux deux Alors, également, ouais. quand on parle de partenariat, c'est très large, puisque le partenariat peut aller avec d'une part certains fournisseurs, partenaires,
Donc, dans notre cas, on peut parler de Toyota. D'ailleurs, à ce titre-là, vous avez peut-être vu aussi un camion hydrogène qui transportait les petites voitures électriques lors des Jeux Olympiques pour les athlètes. Donc, c'était un des véhicules hélico qui transportait ces petites voiturettes. Ensuite, ben oui, pour la partie production, oui. Donc, on a déjà communiqué, hein, donc on a un accord avec Safra sur le sujet. Et puis, oui, également sur la partie infrastructure et fourniture d'hydrogène. Donc, c'est relativement large. Et puis après, on peut aller plus loin également avec les systèmes bancaires, etc. Voilà, un peu pareillement côté bus, hein. Voilà, on a annoncé il y a déjà notre partenariat au démarrage avec Hyundai actuellement, et après on a aussi également des partenariats qu'on a annoncés au niveau groupe sur l'écosystème, sur les zones d'avitaillement avec Air Liquide, Engie, etc. pour essayer de promouvoir également pas uniquement le véhicule mais l'écosystème autour de la partie hydrogène. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que d'ores et déjà, donc, lorsqu'un véhicule est opéré, donc bien sûr, on a notre propre station d'avitaillement, comme je le disais, sur Paris Sud, mais on a également des accords d'interopérabilité avec les autres fournisseurs d'hydrogène. Donc, en clair, avec un camion hélico, vous pouvez aller n'importe où, et donc l'interopérabilité permet au bout du bout, en fait, d'avoir le prix tel qu'il était négocié dans le cadre du pay-per-use, en fait, dès le début. Très bien, merci. Je pense que vous avez répondu en partie à une question qui était: où seront les stations de chargement partout dans les villes ou dans les entreprises? Monsieur Laura Alors, ou Monsieur Balandreau? Je vous laisse commencer, je continuerai, si besoin. voilà, nous on a un paysage. Alors, aujourd'hui sur voilà, le monde du transport, c'est voilà, des réseaux de transport public, donc c'est des dépôts. Donc un peu aujourd'hui comme dans notre line-up, on a des véhicules au gaz, CNG. Voilà, et les stations de remplissage seront intégrées dans les dépôts avec des investissements faits par les opérateurs de transport. Après, au besoin, bien entendu, il y a les stations publiques qui sont mis en service par, j'ai mentionné Engie, Impulsion et Air Liquide, sur lequel nos véhicules seront interopérables. Mais dans le monde du transport de personnes, c'est des réseaux de transport avec des dépôts et ils ont leurs propres installations qui sont intégrées sur le dépôt directement, principalement, en majeure partie. On a un peu un modèle un Dans peu notre cas, en différent. fait, bon, on aura nos propres stations qui seront toujours localisées, on va dire, à proximité de nos différents clients, mais effectivement, en parallèle, il y a beaucoup de projets d'installation de stations hydrogène. Alors, j'ai plus le nombre précis en tête, hein, c'est suivi au travers de France Hydrogène. On a eu d'ailleurs récemment donc la joint venture qui a été constituée entre Total Energy et Air Liquide, qui reprennent toute la partie infrastructure d'avitaillement pour l'hydrogène. Donc il y a pas mal de projets d'installation et il y a déjà un certain nombre de stations qui sont en place, hein, même si leur nombre est relativement restreint pour l'instant. Très bien, merci. Alors, j'ai une question pour Monsieur Balandreau. L'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité des personnes présente-t-elle des dangers? Alors aujourd'hui, oui, enfin l'hydrogène au sens propre du terme, voilà, est un gaz avec les risques qui lui sont associés. Voilà, c'est un gaz qui a une volatilité très faible avec un taux d'émission à 4%, mais également qui peut générer de l'anorexie, de l'anoxie. Bon, bien entendu, on est soumis tous à homologation, à certification, suivant un règlement qui est le règlement 134, qui nous oblige à s'assurer qu'on contrôle qu'il n'y ait pas de fuite sur nos véhicules hydrogène d'un côté, et également qu'on n'ait pas d'émissions d'hydrogène qui n'excèdent pas 4% à l'échappement. Donc ça, c'est contrôlé par des aspects réglementaires. Mais également, de notre côté, on a été un peu plus loin que les aspects purement réglementaires. Comme je l'ai mentionné un peu rapidement dans ma présentation, on a développé cette application-là hydrogène suivant les nouveaux standards de sécurité fonctionnelle, suivant l'ISO 26262. Et aujourd'hui, que ce soit les concentrations à l'échappement ou la protection contre les fuites, aujourd'hui, on est certifié, on garantit un niveau d'asile B par rapport à ce risque-là. Donc, on a eu deux aspects. On est allé au-delà des aspects réglementaires par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on commercialise un véhicule qui est en tout point sécuritaire pour les passagers que l'on transporte, hein, clairement.
Très bien, merci. Ça va être bientôt l'heure, donc je vais faire une dernière question. Comment éviter les fuites de l'hydrogène? Cette question s'adresse à vous deux. Alors, ouais, c'est le complément que je viens de te dire, hein. Donc, ça fait partie dans la phase de développement d'une approche système en ayant plusieurs aspects. Voilà. Quand je parle de mention d'analyse de sécurité fonctionnelle, voilà, la partie fuite. Donc, on a eu une analyse avec des arbres de défaillance. Je vais pas rentrer dans le détail technique, avec des redondances dans le système pour garantir un taux de défaillance. Voilà. Quand je parle d'ASIL B, c'est un feed qui est à 100, c'est une défaillance tous les 9 milliards d'heures. Donc voilà, le risque, on peut pas dire que le risque est nul, parce que personne ne peut garantir un risque nul, mais on a fait voilà, de garantir que dans l'opération, sur même 15 ans d'exploitation, ce risque est très très improbable sur notre partie-là. Okay. Pareil, en fait, hein, idem, à côté illico, donc même si on est une petite structure, on a utilisé l'ISO 26262 pour le développement. L'autre point, c'est que des fuites, effectivement, ça peut arriver. Donc nous, on a eu un cas pendant le développement, donc ça nous a permis aussi de tester que tout fonctionnait bien. Il y a un autre aspect quand même à prendre en compte, c'est l'aspect bâtimentaire, puisque si on a une fuite à l'intérieur de bâtiment, donc c'est important de respecter les normes ATEX. Donc c'est aussi un des points qui nécessite, après au niveau des différents ateliers et autres, comme le gaz en fait nécessite aussi un certain nombre d'adaptations, de prendre en compte les différentes réglementations et d'être en conformité pour pouvoir travailler sur des véhicules hydrogène. Et bien entendu, donc si risque arrive, et qu'on ait bien fait le nécessaire pour que le risque soit maîtrisé et qu'il n'y ait pas d'incidence, quelle qu'elle soit, pour les personnes et puis pour les biens. Très bien, merci beaucoup. Donc, il est 11h46, nous sommes dans les temps. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Monsieur Laura et Monsieur Ballandreau pour vos présentations. Donc, cet enregistrement sera disponible courant de semaine prochaine et vous serez prévenus par mail. Merci à vous, pardon, et je vous souhaite un bon appétit. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.